Je m'appelle Pierre Beaumont. J'ai 48 ans, marié depuis 25 ans à Sophie, père de 2 adolescents, chef de famille respecté, propriétaire d'une entreprise prospère dans le 16e arrondissement de Paris. Ma vie était parfaitement ordonnée, prévisible, sûre. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce mardi après-midi de septembre. Notre maison de 3 étages nécessitait des rénovations importantes au sous-sol. L'humidité avait endommagé les murs et nous avions décidé de transformer cet espace en cave à vin et salle de cinéma. Sophie avait insisté pour engager quelqu'un rapidement. Notre voisin, Monsieur Dubois, avait recommandé son fils, Lucas, qui venait de rentrer de Lyon où il travaillait dans la construction. 35 ans, célibataire, compétent, avait dit Dubois avec fierté. Il cherche des projets à Paris pour s'établir ici définitivement. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi. Un ouvrier comme un autre. Le travail serait fait, nous paierions, fin de l'histoire. Mais quand Lucas Dubois est apparu à notre porte ce premier matin, quelque chose en moi s'est figé. Il mesurait environ 1,80 m, large d'épaule, avec cette carrure que seul le travail manuel peut sculpter. Cheveux châtain foncé, légèrement bouclés, des yeux gris-vert qui semblaient capturer la lumière d'une manière particulière. Une barbe de 3 jours encadrait une mâchoire forte. Il portait un jean délavé et un t-shirt blanc, simple, qui soulignait ses bras musclés. « Monsieur Beaumont, dit-il en me tendant une main calleuse. Content de travailler pour vous. Mon père m'a beaucoup parlé de votre famille. » Sa voix était grave, chaleureuse. Sa poignée de main ferme sans être agressive. Professionnelle. Je sentis une chaleur étrange monter dans ma poitrine, un picotement dans ma paume, là où sa peau avait touché la mienne. « Bienvenue, Lucas, » répondis-je en retirant ma main, peut-être trop rapidement. « Ma femme vous montrera le sous-sol. Nous aimerions que le travail soit terminé d'ici 6 semaines. » « Pas de problème, » dit-il avec un sourire facile. « Je commence immédiatement si vous êtes d'accord. » Sophie le conduisit au sous-sol pendant que je montais dans mon bureau au 2e étage. J'avais des dossiers à réviser, des appels à passer. Mais je me surpris à écouter les bruits provenant d'en bas. Le son de ses pas, le raclement d'outils, sa voix occasionnelle parlant au téléphone. Qu'est-ce qui m'arrivait? J'essayais de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit revenait sans cesse à ce moment où nos mains s'étaient touchées, à la façon dont ses yeux m'avaient regardé, direct et ouvert. Les premiers jours, je l'évitais autant que possible. Je partais tôt au bureau, rentrais tard. Quand j'étais à la maison, je restais à l'étage, enfermé dans mon bureau ou dans notre chambre. Sophie remarqua mon comportement étrange. « Tu te sens bien ?» demanda-t-elle un soir, pendant le dîner. « Tu sembles distrait ces derniers temps. »« C'est le travail, » mentis-je facilement. La fusion avec la compagnie de Lyon me stresse plus que prévu. Elle posa sa main sur la mienne, un geste conjugal familier que nous avions répété 1000 fois. « Tu travailles trop, chérie. Tu devrais prendre une pause. »« Peut-être, » murmurai-je, me sentant coupable d'une faute que je n'avais même pas encore commise. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Lucas Dubois, l'ouvrier au sous-sol. Quelque chose en lui m'attirait d'une manière que je ne comprenais pas, que je refusais de comprendre. La première semaine, je réussis à maintenir ma distance. Puis vint ce vendredi soir. Sophie avait emmené les enfants chez sa mère pour le week-end. J'étais seul à la maison avec Lucas qui travaillait en bas, finissant des réparations électriques. J'entendais le bruit de sa perceuse, ses pas mesurés, le murmure occasionnel d'une chanson qu'il fredonnait en travaillant. Je tentais de lire, de regarder la télévision, de me concentrer sur n'importe quoi d'autre. Mais mon esprit revenait constamment à lui. Finalement, vers 20 h, je descendis. Officiellement pour vérifier l'avancement du travail. En réalité, je ne savais pas pourquoi j'y allais. Une force invisible me tirait vers le sous-sol.
L'escalier en bois craqua sous mes pieds alors que je descendais. L'odeur de sueur fraîche et de peinture emplissait l'air. Au bas des marches, je le vis. Lucas était agenouillé devant un mur, torse nu, une fine couche de sueur brillant sur sa peau. Ses muscles bougeaient avec précision, alors qu'il vissait des panneaux au mur. Une radio portable jouait doucement du jazz quelque part dans le coin. Il se retourna en m'entendant, s'essuyant le front avec son avant-bras. Un sourire surpris illumina son visage. « Monsieur Beaumont, » dit-il en se levant. « Désolé, je ne vous avais pas entendu descendre. Je voulais finir cette section avant de partir ce soir. »« Prenez votre temps, » répondis-je, ma voix étrangement rauque. Je voulais juste voir comment ça avançait. Il s'approcha, indiquant les murs fraîchement installés. La transformation était impressionnante. L'espace humide et sombre devenait quelque chose de chaleureux, d'accueillant. « J'ai installé une isolation supplémentaire ici, » expliqua-t-il, son doigt traçant une ligne le long du mur. « Ça aidera à maintenir la température stable pour votre cave à vin. » Je hochai la tête, incapable de détacher mon regard de son profil. La ligne forte de sa mâchoire, la concentration dans ses yeux, la façon dont sa bouche bougeait quand il parlait. « C'est du bon travail, parvins-je à dire, vraiment impressionnant. » Il se tourna vers moi, nos regards se rencontrant. Quelque chose passa entre nous dans ce moment. Quelque chose d'électrique, d'innommable. L'air sembla devenir plus épais, plus chaud. « Merci, » dit-il doucement. « J'aime ce que je fais. » Créer quelque chose de beau, à partir de rien. Le silence s'installa, tendu et chargé. J'aurais dû partir, remonter, mettre de la distance entre nous. Mais mes pieds semblaient cloués au sol. « Vous voulez un café ?» demandai-je soudain, surpris par ma propre question. « Ou de l'eau ? Vous devez être fatigué. » Un sourire lent se dessina sur ses lèvres. « Un café serait parfait, monsieur Beaumont. »« Appelez-moi Pierre, » dis-je impulsivement. « Nous allons travailler ensemble pendant des semaines. »« Pas besoin de tant de formalités. »« D'accord, Pierre, » répéta-t-il, mon prénom sonnant différent dans sa bouche. « Merci pour le café. » Je montai à la cuisine, mes mains légèrement tremblantes alors que je préparais 2 tasses. Qu'est-ce que je faisais? Sophie m'avait laissé seule pour un week-end paisible et j'invitais l'ouvrier à prendre un café. Mais quand je redescendis avec les 2 tasses fumantes, Lucas avait remis son t-shirt. Une partie de moi ressentit une déception irrationnelle. Nous nous assîmes sur 2 caisses retournées qu'il utilisait comme siège improvisé. Le café était trop chaud, mais je bus quand même, ayant besoin de quelque chose à faire avec mes mains. « Alors, » dit-il après un moment, « vous êtes dans les affaires, c'est ça? » Mon père dit que vous êtes très respecté dans le quartier. « Import-export, » répondis-je. Pas aussi passionnant que transformer des sous-sols. Il rit, un son profond qui résonna dans ma poitrine. Chacun trouve sa passion où il peut. Moi, c'est le travail manuel. Créé avec mes mains. Et vous? Demandai-je, curieux malgré moi. Pourquoi êtes-vous revenu de Lyon? Son expression devint plus sérieuse. Il regarda sa tasse, tournant le liquide sombre. Disons que j'avais besoin d'un nouveau départ, répondit-il finalement. Parfois, on doit laisser certaines choses derrière soi pour avancer. Je compris qu'il ne voulait pas en dire plus. Nous restâmes assis en silence, buvant notre café, l'air chargé de questions non posées. « Vous êtes marié depuis longtemps ?» demanda-t-il soudain. « 25 ans, » répondis-je automatiquement. « 2 enfants, 16 et 14 ans. »« Ça doit être bien, » dit-il avec une note étrange dans la voix. « Une vie stable, une famille, tout planifié. »« Ça l'est, » affirmai-je, mais les mots sonnaient creux même à mes propres oreilles. « C'est une bonne vie. » Il me regarda alors. Vraiment me regarda, comme s'il voyait à travers les années de façade que j'avais construites. « Mais êtes-vous heureux, Pierre ?» La question me frappa comme un coup de poing. Personne ne m'avait demandé ça depuis des années. Tout le monde supposait que ma vie parfaite égalait le bonheur parfait. Commençai-je,
puis m'arrêtait. Je ne savais pas comment répondre. « Désolé », dit Lucas en secouant la tête. « Ce n'est pas mes affaires. C'est juste que parfois, je reconnais quelque chose dans les yeux des gens. Une sorte de recherche. » Mon cœur battait trop vite. Je me levai brusquement, renversant presque ma tasse. « Il se fait tard, dis-je. Vous devriez probablement rentrer. Long week-end devant nous. » Il se leva aussi, plus lentement, ses yeux ne quittant jamais mon visage. « Ouais, vous avez raison. Bonne soirée, Pierre. » Je remontai rapidement, mon cœur martelant dans ma poitrine. J'entendis ses pas monter derrière moi, puis la porte d'entrée se fermer doucement. Seul, dans la maison silencieuse, je m'appuyais contre le mur, les yeux fermés. « Mais êtes-vous heureux, Pierre ?» La question résonnait dans ma tête, refusant de partir. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous écoutez cette histoire. J'adore savoir d'où viennent mes auditeurs. Et si vous appréciez jusqu'à maintenant, donnez une note de 0 à 10 dans les commentaires. Le week-end passa dans un brouillard étrange. Je ne pouvais pas arrêter de penser à cette conversation, à la façon dont Lucas m'avait regardé, à la question qu'il avait posée. Lundi matin, je me réveillais, déterminé à reprendre le contrôle. C'était ridicule. J'étais un homme marié, père de famille, pilier de la communauté. Je ne pouvais pas, je ne voulais pas. Quoi exactement? Je refusais même de formuler la pensée complètement. Sophie et les enfants rentrèrent dimanche soir, ramenant avec eux le bruit et la routine familière. Dîner en famille, devoirs à vérifier, conversations sur l'école et les projets futurs. Ma vie normale, confortable, prévisible. Mais en bas, Lucas travaillait. J'entendais ses mouvements à travers les planchers, un rappel constant de sa présence. Je m'inventais des excuses pour descendre. Vérifier l'avancement, discuter des matériaux, apporter de l'eau ou du café. Chaque visite était une torture douce. Nous parlions de travail, de projets, de détails techniques. Mais sous chaque conversation coulait ce courant électrique, cette conscience aiguë l'un de l'autre. Il commençait à faire plus frais en octobre. Un matin, je descendis avec un café et le trouvai installant le système de chauffage. Il portait un pull gris qui soulignait la largeur de ses épaules. « Ça se refroidit », commentai-je inutilement en lui tendant la tasse. « Oui », dit-il en acceptant le café avec un sourire reconnaissant. « Mais j'aime l'automne. Il y a quelque chose d'honnête dans cette saison. Les choses se montrent telles qu'elles sont vraiment. » Nos doigts se touchèrent brièvement quand il prit la tasse. Ce simple contact envoya une décharge le long de mon bras. Nos yeux se rencontrèrent et je vis qu'il l'avait senti aussi. « Pierre », commença-t-il doucement, puis s'arrêta. « Quoi ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Il secoua la tête. « Rien. Merci pour le café. » Mais quelque chose avait changé. L'air entre nous était différent, chargé de possibilités non exprimées. Les jours passèrent. Mon comportement devint plus erratique. Je trouvais des raisons de rester à la maison quand Sophie sortait. Je descendais au sous-sol plus fréquemment, parfois sans aucune excuse valable. Un jeudi après-midi, Sophie avait emmené les enfants à leurs activités. La maison était silencieuse, sauf pour les sons du travail de Lucas. Je me retrouvais encore une fois à descendre les escaliers, mon cœur battant trop vite. Il était debout sur une échelle, installant des luminaires au plafond. Ses bras levés tendaient le tissu de son t-shirt. « Besoin d'aide ?» demandai-je. Il me regarda, surpris. « Ce serait bien, oui. Pouvez-vous me passer cet outil là-bas ?» Je m'approchai, lui tendant la clé qu'il indiquait. Nos mains se touchèrent à nouveau, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne retira immédiatement. « Pierre » dit-il doucement, descendant de l'échelle pour se tenir devant moi. « Nous devons parler de ce qui se passe ici. » « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » mentis-je faiblement. « Si, vous savez, » répliqua-t-il gentiment. « Je le vois dans vos yeux chaque fois que vous descendez. »
Je le sens dans l'air, entre nous. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'il pouvait l'entendre. Je suis marié, dis-je, comme si ces mots pouvaient servir de barrière contre ce que je ressentais. Je sais, dit Lucas, et je ne suis pas ici pour compliquer votre vie. Mais je dois savoir si c'est seulement moi qui ressens cette connexion. Je fermai les yeux, ma dernière défense s'effritant. Non, murmurai-je. Ce n'est pas seulement vous. Le silence qui suivit était lourd, chargé de conséquences. Quand j'ouvris les yeux, Lucas me regardait avec une intensité qui me coupait le souffle. Je ne sais pas quoi faire de ça, admis-je, ma voix tremblante. J'ai 48 ans. J'ai une femme, des enfants, une vie entière construite sur des certitudes. Et maintenant, vous vous posez des questions, termina-t-il doucement. Sur qui vous êtes vraiment? Sur ce que vous voulez vraiment? Les larmes me montèrent aux yeux, embarrassantes et inattendues. Toute ma vie, j'ai suivi règles, dis-je, et j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Je n'ai jamais... Il posa sa main sur mon épaule, un geste simple de réconfort. Vous n'avez pas à décider quoi que ce soit maintenant, Pierre. Mais vous méritez d'être honnête avec vous-même. Je ne peux pas, dis-je, ma voix se brisant. Je ne peux pas détruire ma famille. Je ne vous demande pas de le faire, assura Lucas. Je vous demande juste de ne pas nier ce que vous ressentez, de ne pas vous mentir à vous-même. À l'étage, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Sophie était rentrée avec les enfants. Le moment se brisa, la réalité s'imposant avec force. « Je dois y aller », dis-je en reculant. Lucas hocha la tête, compréhensif. « Bien sûr. » Je montai les escaliers, mes jambes tremblantes, mon esprit en chaos. En haut, je trouvai Sophie dans la cuisine, rangeant les courses. « Chérie, tu es à la maison tôt, » dit-elle en m'embrassant sur la joue. « Comment s'est passée ta journée? » Bien, mentis-je encore une fois. Juste bien. Cette nuit-là, allongé à côté de Sophie endormie, je fixais le plafond. 25 ans de mariage. 2 enfants merveilleux. Une vie que beaucoup m'enviaient. Et pourtant, pour la première fois, je me posais vraiment la question que Lucas avait posée. Étais-je heureux? Je n'avais pas de réponse. Les jours suivants furent une torture délicate. J'évitais Lucas autant que possible, mais quand nous nous croisions, l'air entre nous vibrait, de tout ce qui restait non dit. Sophie remarqua mon humeur changeante. « Tu es sûr que tout va bien ?» demanda-t-elle un soir. « Tu sembles tellement distant ces derniers temps. » C'est juste le stress du travail. Mentis-je encore, chaque mensonge creusant plus profondément le gouffre que je sentais s'ouvrir en moi. « Peut-être devrions-nous partir en week-end ?» suggéra-t-elle. « Juste nous deux, comme avant les enfants. » L'idée aurait dû me réjouir, mais tout ce que je ressentais était une panique sourde. « Oui, peut-être, » dis-je sans conviction. Le projet de sous-sol approchait de sa fin. Encore 2 semaines, peut-être 3, et Lucas partirait. Cette pensée me remplissait d'un mélange de soulagement et de désespoir. Un samedi matin, Sophie emmena les enfants à un match de football. Je restais à la maison, prétextant du travail à finir. En réalité, je savais que Lucas serait là, travaillant sur les finitions du projet. Je descendis le trouver, installant les dernières étagères pour la future cave à vin. Il leva les yeux à mon arrivée, son expression prudente. « Bonjour Pierre », dit-il simplement. Je m'appuyai contre le mur, regardant ses mains habiles travailler le bois. « Combien de temps encore ?» demandai-je. « Pour le projet ? 1 semaine et demie, peut-être. Ensuite, tout sera terminé. »« Terminé », répétai-je, le mot ayant un poids étrange. Il posa ses outils et se tourna vers moi. « À moins que vous ne vouliez que je reste. » Mon cœur fit un bond. Pourquoi faire? Pour être honnête sur ce que nous ressentons tous les deux, dit-il directement. Pour explorer cette connexion sans se mentir. Je secouai la tête, la panique montant. Je ne peux pas. Ma famille. Je ne parle pas de détruire votre famille, interrompit Lucas.
Je parle de vous donner l'espace pour comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment. Et si je ne veux rien changer, argumentai-je faiblement. Alors je partirai et vous ne me reverrez jamais, promit-il. Mais au moins vous saurez. Vous n'aurez pas passé le reste de votre vie à vous demander « et si ?» Ces mots résonnèrent en moi. Combien de nuits m'étais-je déjà réveillé, me demandant exactement cela? Combien de fois m'étais-je surpris à imaginer une vie différente? Je ne sais même pas par où commencer, admis-je finalement. Lucas s'approcha, s'arrêtant à quelques pas de moi. « Par l'honnêteté, » dit-il simplement. « Dites-moi ce que vous ressentez. Juste ça. Rien de plus. » Je pris une grande respiration. « J'ai peur, » dis-je, ma voix tremblante. « J'ai peur de ce que je ressens quand je vous vois. De la façon dont mon cœur s'accélère quand j'entends votre voix. J'ai peur parce que je ne me suis jamais senti comme ça. Et je ne sais pas ce que cela signifie pour qui je suis, pour ce que j'ai construit. » Des larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. Toute ma vie, j'ai été Pierre Beaumont. Le mari parfait, le père parfait, l'homme d'affaires respecté. Et maintenant, je ne sais plus qui je suis. Lucas ne dit rien. Il ferma simplement la distance entre nous et m'enveloppa dans une étreinte. Pas romantique, pas sexuelle, juste réconfortante. Humaine. Je m'effondrais contre lui, toutes mes défenses tombant. Ses bras étaient solides autour de moi, son cœur battant régulièrement contre ma joue. « Vous êtes toujours Pierre Beaumont », murmura-t-il dans mes cheveux. Mais peut-être que Pierre Beaumont est plus complexe que vous ne le pensiez. Peut-être qu'il y a des parties de vous que vous n'avez jamais eu la permission d'explorer. Nous restâmes ainsi pendant plusieurs minutes, et dans cette étreinte silencieuse, quelque chose en moi se dénoua. Une tension que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'elle était là. Quand nous nous séparâmes finalement, je me sentais vidé mais étrangement soulagé. « Merci », dis-je en essuyant mes yeux. « Pourquoi ? Pour me permettre d'être honnête, même si ce n'est qu'avec moi-même. » Il sourit, ce sourire doux et compréhensif que j'en étais venu à connaître. « C'est déjà un grand pas, Pierre. » Les jours qui suivirent furent différents. Je n'évitais plus Lucas. Au contraire, nous parlions. Vraiment parlions. De nos vies, de nos peurs, de nos rêves. Il me raconta sa propre histoire, comment il avait lutté pendant des années avec son identité avant de finalement s'accepter. Je n'ai jamais, commençai-je un après-midi, alors que nous buvions du café dans le sous-sol presque terminé. Je n'ai jamais pensé à moi comme gay, termina Lucas doucement. Vous n'avez pas à vous étiqueter, Pierre. L'identité est fluide. Peut-être que vous aimez les femmes, peut-être que vous aimez les hommes, peut-être les deux. Ou peut-être que c'est juste moi, spécifiquement, qui touche quelque chose en vous. L'idée était libératrice. Je n'avais pas à redéfinir toute ma vie, juste à reconnaître ce que je ressentais maintenant, dans ce moment. Mais ma famille, dis-je, revenant toujours à cette préoccupation centrale, je ne peux pas leur faire de mal. Et vous faire du mal à vous-même est acceptable ? Demanda Lucas gentiment. Vivre dans le déni pour le reste de votre vie ? Je ne sais pas, admis-je. Je ne sais vraiment pas. Le projet touchait à sa fin. Le sous-sol était magnifique, transformé en un espace élégant avec cave à vin et salle de projection. Sophie était ravie du résultat. « C'est parfait », dit-elle à Lucas lors de l'inspection finale. « Vous avez fait un travail extraordinaire. »« Merci, Madame Beaumont », répondit-il professionnellement. « Ce fut un plaisir de travailler ici. » Nos yeux se rencontrèrent brièvement par-dessus sa tête. Dans ce regard, tant de choses passèrent. Reconnaissance, regret, possibilité. Ce soir-là, après que Sophie et les enfants furent couchés, je descendis une dernière fois. Lucas était en train de ranger ses derniers outils. « Alors, c'est fini », dis-je, les mots ayant un double sens. « Le projet, oui », répondit-il. « Mais nous,
Ça dépend de vous, Pierre. Il s'approcha, s'arrêtant juste devant moi. Je pars demain, mais je serai à Paris. Si vous voulez me voir, parler, juste comprendre ce que vous ressentez, je serai là. Il sortit un morceau de papier de sa poche. Mon numéro. Appelez-moi si vous voulez. Ou ne m'appelez pas. La décision vous appartient. Je pris le papier, mes doigts tremblants. Et si je ne sais pas ce que je veux? Alors prenez le temps de le découvrir, dit-il simplement. Mais soyez honnête avec vous-même dans le processus. C'est tout ce que je demande. Il se pencha, et pour un instant, je pensais qu'il allait m'embrasser. Mais il se contenta de poser son front contre le mien, un geste d'intimité profonde et pourtant chaste. « Prenez soin de vous, Pierre Beaumont », murmura-t-il. Puis il fut parti. Je restais dans le sous-sol silencieux, le papier avec son numéro serré dans ma main. Au-dessus, j'entendais Sophie se préparer pour le lit, les bruits familiers de notre routine nocturne. 2 mondes, 2 possibilités, et moi, pris entre les 2. Les semaines passèrent. Le papier avec le numéro de Lucas resta dans ma poche, puis dans mon portefeuille, un poids constant me rappelant la décision que je devais prendre. J'essayais de reprendre ma vie normale. Je me concentrais sur mon travail, ma famille, mes responsabilités. Mais quelque chose avait changé fondamentalement en moi. Lucas avait ouvert une porte que je ne pouvais plus fermer. Je me surprenais à observer les hommes différemment. Pas sexuellement, exactement, mais avec une nouvelle conscience. Je remarquais des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. La ligne d'une mâchoire, la force des mains, le son d'un rire profond. Sophie sentait ma distance croissante. Nous parlâmes finalement, vraiment parlâmes, une conversation douloureuse et honnête où j'admis que quelque chose en moi avait changé, que je questionnais des choses que je n'avais jamais questionnées auparavant. « Je ne comprends pas », dit-elle, des larmes dans les yeux. « Qu'est-ce qui a changé ?»« Je ne sais pas comment l'expliquer », répondis-je honnêtement. Mais je ne peux plus prétendre que tout va bien, quand quelque chose en moi crie qu'il y a plus que cette vie que nous avons construite. « Tu veux un divorce ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. « Je ne sais pas ce que je veux, admis-je. Mais je sais que je dois comprendre qui je suis vraiment. Et je ne peux pas le faire en continuant à vivre dans le déni. Vous appréciez cette histoire? Dites-moi dans les commentaires. Donnez-lui une note de 0 à 10. Votre feedback est vraiment important pour moi. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de ma vie. Sophie et moi décidâmes de nous séparer temporairement. Pas un divorce, juste de l'espace. Les enfants étaient confus, blessés, en colère. Je ne pouvais pas leur expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même. Je louais un petit appartement dans le 11e arrondissement. Simple, modeste, si différent de notre grande maison familiale. Mais il était mien, un espace où je pouvais enfin respirer. Un soir, après 3 mois de solitude et de réflexion intense, je sortis le papier froissé de mon portefeuille. Le numéro de Lucas, presque effacé maintenant par le temps et les manipulations. Mes doigts tremblaient alors que je composais le numéro. « Allô ?» Sa voix, après tout ce temps, envoya une vague de soulagement et de terreur à travers moi. « Lucas, c'est Pierre. » Un silence, puis, doucement, « Pierre, j'espérais que vous appelleriez. »« Je suis désolé que cela ait pris si longtemps, » dis-je. « J'avais besoin de temps pour comprendre. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » m'interrompit-il. « Vous prenez le temps dont vous avez besoin. »« J'aimerais vous voir, » dis-je, les mots sortant dans un souffle. « Si vous êtes toujours intéressé à parler. »« Je serai ravi, » répondit-il simplement. « Où et quand ?» Nous rencontrâmes dans un petit café près du canal Saint-Martin. Quand je le vis assis à une table près de la fenêtre, mon cœur fit ce saut familier. Il se leva quand je m'approchai, son sourire chaleureux et accueillant. « Pierre, dit-il, et quelque chose dans la façon dont il prononçait mon nom
me fit sentir vu d'une manière que je n'avais jamais connue. Nous parlâmes pendant des heures. Je lui racontai tout. La séparation, la douleur de mes enfants, ma lutte pour comprendre qui j'étais après 48 ans de vivre selon les attentes des autres. Il écouta, vraiment écouta, sans jugement, sans essayer de me dire quoi faire. Je ne sais toujours pas ce que je suis, admis-je finalement. Gay, bisexuel, juste confus. Je ne sais pas. Vous n'avez pas besoin de savoir maintenant, dit Lucas. Peut-être que vous ne saurez jamais avec certitude. Et c'est acceptable. Mais comment puis-je avancer si je ne sais même pas qui je suis? Il prit ma main à travers la table, le premier contact physique depuis cette nuit dans le sous-sol. Le toucher envoya cette électricité familière à travers moi. Vous avancez en vivant honnêtement, dit-il, en vous permettant de ressentir ce que vous ressentez sans honte, en explorant qui vous êtes, sans vous forcer à entrer dans des catégories prédéfinies. Et nous? Demandai-je doucement. Qu'est-ce que c'est entre nous? Il réfléchit un moment. C'est ce que vous voulez que ce soit, Pierre. Une amitié. Quelque chose de plus. Ou peut-être juste un catalyseur qui vous a aidé à vous découvrir vous-même. Je veux plus, dis-je, surpris par ma propre certitude. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie ou où cela mènera. Mais je sais que quand je suis avec vous, je me sens plus authentique que je ne l'ai jamais été. Son sourire illumina son visage. C'est un bon point de départ. Nous commençâmes à nous voir régulièrement. Pas cachés, mais privés. Des cafés, des promenades le long de la Seine, des dîners tranquilles dans des restaurants discrets. Nous parlions de tout, de nos peurs, de nos espoirs, de nos passés compliqués. Lentement, délicatement, nous explorions ce qui existait entre nous. Un baiser doux, une nuit sous les étoiles. Sa main dans la mienne alors que nous marchions. L'intimité croissante de partager nos vulnérabilités. Ce n'était pas facile. Ma famille me manquait terriblement. Les enfants refusaient de me voir pendant des semaines. Sophie oscillait entre colère et tristesse. Je portais la culpabilité de leur douleur comme un poids constant. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais honnête. Avec eux, avec moi-même, avec le monde. Un jour, ma fille aînée, Amélie, accepta de me rencontrer. 16 ans, furieuse et blessée, elle s'assit en face de moi dans un café avec les bras croisés. « Je ne comprends pas, papa, » dit-elle, des larmes dans les yeux. « Comment peux-tu nous faire ça? Comment peux-tu détruire notre famille? » Je pris ses mains, même quand elle essaya de les retirer. « Ma chérie, » dis-je, ma propre voix brisée. « Je ne veux pas détruire quoi que ce soit, mais je ne peux plus vivre un mensonge. » « Quel mensonge? Tu nous aimais pas? »« Maman, je vous aime plus que tout au monde, » insistai-je. Rien de cela ne change. Mais j'ai passé toute ma vie à être la personne que tout le monde attendait que je sois. Et j'ai réalisé que je ne savais même pas qui j'étais vraiment. « Alors tu es gay maintenant? » demanda-t-elle brutalement. « Je ne sais pas exactement ce que je suis, » admis-je honnêtement. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à voir que je pouvais être plus honnête sur qui je suis. « Lucas, » dit-elle, crachant presque le nom. « Oui, Lucas. Il est important pour moi. Mais toi, ton frère, ta mère, vous êtes tout pour moi. Rien ne change cela. » Elle pleura alors, et je la serrai dans mes bras comme je le faisais quand elle était petite. « Ça fait tellement mal, papa, » sanglota-t-elle. « Je sais, ma chérie. Je suis tellement désolé de vous faire du mal à tous. Mais je promets que je serai toujours ton père. Toujours. » Ça prit du temps. Beaucoup de temps. Mais lentement, avec patience et honnêteté, je reconstruisis ma relation avec mes enfants. Pas comme avant, peut-être jamais comme avant, mais quelque chose de nouveau, fondé sur la vérité plutôt que sur les apparences. Sophie et moi parlâmes aussi, vraiment parlâmes, pour la première fois en années. Elle était blessée, furieuse, mais aussi étrangement compréhensive. Je savais que quelque chose n'allait pas, admit-elle
une nuit pendant une de nos discussions difficiles sur notre avenir. Pendant des années, j'ai senti cette distance en toi. Je pensais juste que c'était la vie, le mariage, le temps. Je suis désolé, dis-je, et je le pensais vraiment. Tu méritais mieux. Tu mérites mieux. Nous méritons tous d'être heureux, Pierre, répondit-elle tristement. Même toi. Nous décidâmes finalement de divorcer. Pas avec amertume, mais avec une tristesse douce et une reconnaissance que nous avions fait de notre mieux avec ce que nous savions à l'époque. Lucas resta patient à travers tout cela. Il ne demandait rien, ne poussait rien. Il était juste là, une présence constante et réconfortante, alors que je naviguais dans les eaux turbulentes de ma transformation. 1 an après notre première rencontre dans le sous-sol, nous étions ensemble dans son petit atelier. Il travaillait sur un projet de restauration de meubles anciens, ses mains habiles sculptant le bois avec amour. Je le regardais, émerveillé par la paix que je ressentais simplement en étant près de lui. « Tu es heureux ?» demanda-t-il sans lever les yeux de son travail, un écho de la question qu'il m'avait posée il y a si longtemps. Cette fois, je n'hésitais pas. « Oui, dis-je simplement. Je suis heureux. » Il leva les yeux, son sourire illuminant son visage. « Bien, c'est tout ce que je voulais pour toi. » La vie n'était pas parfaite. Mes enfants luttaient encore avec la nouvelle réalité. Sophie et moi naviguions maladroitement dans notre nouvelle relation en tant qu'ex-époux et coparents. Mon entreprise perdit quelques clients quand la nouvelle de ma vie privée se répandit. Mais j'étais libre. Libre d'être honnête. Libre d'explorer qui j'étais vraiment. Libre d'aimer sans honte. Lucas et moi construisions quelque chose ensemble. Pas la romance foudroyante des films. Quelque chose de plus réel, fondé sur l'honnêteté mutuelle, le respect et une compréhension profonde des luttes de l'autre. Certains jours étaient difficiles. Des jours où je doutais de tout, où la culpabilité me submergeait, où je me demandais si j'avais fait la bonne chose. Mais ensuite, je me rappelais cette question. Mais êtes-vous heureux, Pierre? Et maintenant, finalement, après 48 ans de vivre pour les autres, je pouvais dire oui. J'étais Pierre Beaumont, père de 2 adolescents merveilleux, ex-mari d'une femme que je respectais profondément, homme d'affaires et homme amoureux d'un autre homme. Toutes ces choses à la fois, complexes, contradictoires, réelles et heureux. Vraiment, profondément, honnêtement heureux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La vie, comme je l'avais appris, continue toujours de nous surprendre. 6 mois après avoir officialisé ma relation avec Lucas, je reçus un appel inattendu. C'était mon fils, Thomas, maintenant âgé de 15 ans. Il avait été celui qui avait le plus de mal à accepter les changements dans notre famille. « Papa, dit-il, sa voix incertaine. Est-ce que je peux te parler? En privé? » Mon cœur se serra. « Bien sûr, mon grand, quand tu veux. Maintenant, si tu peux. » 1 heure plus tard, il était assis dans mon petit appartement, regardant nerveusement ses mains. Je lui avais préparé son chocolat chaud préféré, essayant de créer un espace de confort. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas? » demandai-je doucement. Il prit une grande respiration. « J'ai besoin de te poser une question. Une vraie question. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Toujours, promis-je. Quand tu as su? Quand as-tu réalisé que tu étais différent? » La question me frappa durement. Pas par sa nature, mais par l'urgence évidente derrière elle. « Pourquoi tu me demandes ça, Thomas? » Ses yeux se remplirent de larmes. « Parce que je pense que je le suis aussi. Différent. Et j'ai tellement peur, papa. » Mon cœur se brisa et s'ouvrit en même temps. Je me déplaçai pour m'asseoir à côté de lui, passant mon bras autour de ses épaules tremblantes. « Oh, mon fils, murmurai-je. Tu n'as pas à avoir peur. Pas avec moi. » Il s'effondra alors, toutes ses peurs et ses questions se déversant dans un torrent de mots. Il me parla d'un garçon dans sa classe, de sentiments qu'il ne comprenait pas, de la terreur de ne pas être normal.
Il n'y a rien d'anormal en toi, dis-je fermement. Absolument rien. Tu es parfait, exactement comme tu es. Mais comment je fais? Demanda-t-il, sa voix brisée. Comment je vis avec ça quand tout le monde me regarde déjà bizarrement à cause de toi? La douleur de cette réalité était aiguë. Mes choix avaient des conséquences pour mes enfants. Je ne vais pas te mentir, Thomas. Ce ne sera pas toujours facile. Les gens peuvent être cruels, ignorants. Mais tu as quelque chose que je n'avais pas à ton âge. Quoi? La vérité. Tu sais qui tu es jeune. Tu n'as pas à passer des décennies à vivre un mensonge. Et tu as un père qui comprend, qui te soutiendra toujours. Il pleura dans mes bras pendant longtemps. Quand il se calma finalement, il demanda « Est-ce que je peux rencontrer Lucas? Vraiment le rencontrer? Pas juste le croiser? » Je souris à travers mes propres larmes. J'aimerais beaucoup ça. La rencontre eut lieu la semaine suivante dans un parc. Lucas avait été nerveux, voulant faire bonne impression, mais sans trop en faire. Thomas arriva, réservé mais curieux. Lucas le salua simplement, respectueusement, donnant à mon fils l'espace de s'approcher à son propre rythme. Ils parlèrent. De football d'abord, puis de musique, puis, progressivement, de choses plus profondes. Je les observais de loin, mon cœur gonflé d'amour et de gratitude. À la fin de l'après-midi, alors que nous nous préparions à partir, Thomas se tourna vers Lucas. « Merci, dit-il simplement, pour prendre soin de mon père. » Lucas sourit. C'est facile de prendre soin de quelqu'un d'extraordinaire. Plus tard, Lucas me prit la main alors que nous marchions. « Tu as élevé un garçon incroyable, dit-il doucement. »« Nous avons tous élevé des enfants incroyables, corrigeai-je, Sophie et moi. Malgré tout, nous avons fait quelque chose de bien. » Les mois passèrent. Ma relation avec mes enfants se renforça, construite maintenant sur l'honnêteté plutôt que sur les apparences. Amélie amena même son petit ami, rencontrer Lucas et moi, un geste qui me remplit d'espoir. Sophie et moi trouvâmes une nouvelle dynamique. Nous n'étions plus mari et femme, mais nous restions une famille. Nous dînions ensemble occasionnellement, les quatre, naviguant dans cette nouvelle configuration avec grâce et humour. Un soir, lors d'un de ces dîners, Sophie leva son verre. « À la famille, dit-elle, dans toutes ses formes imparfaites et parfaites. » Nous trinquâmes tous, et dans ce moment, je réalisais combien nous avions parcouru de chemin. Mais le voyage n'était pas sans ses défis. Mon entreprise souffrit. Plusieurs clients conservateurs partirent. Des collègues avec qui j'avais travaillé pendant des années me regardaient différemment. Un jour, lors d'une réunion d'affaires, un client potentiel me demanda directement « Est-ce vrai ce qu'on dit sur vous? Et votre style de vie? » J'aurais pu mentir, dévier, minimiser. Mais je pensais à Thomas, regardant comment je naviguerais dans ce moment. « Oui, c'est vrai, » dis-je calmement. « Je suis dans une relation avec un homme. Si cela pose problème pour notre partenariat potentiel, alors peut-être que nous ne sommes pas bien assortis. » L'homme me regarda, surpris par ma franchise. Puis, lentement, il sourit. En fait, je respecte ça. L'honnêteté, c'est rare dans les affaires. Nous signâmes le contrat ce jour-là. Lucas et moi parlâmes de déménager ensemble. C'était une grande étape, une qui nécessitait une réflexion sérieuse. Nous avions tous les deux nos propres espaces, nos propres vies. Mais un soir, alors que nous étions assis sur son balcon, regardant le soleil se coucher sur Paris, je réalisais que je voulais ça. Je voulais m'endormir à côté de lui chaque nuit et me réveiller à côté de lui chaque matin. « Vivons ensemble », dis-je impulsivement. Il se tourna vers moi, surpris. « Tu es sûr? »« Je suis sûr de toi, » répondis-je. « Je suis sûr de nous. Le reste, on le découvrira en chemin. » Nous trouvâmes un appartement dans le Marais, un espace qui était à nous deux. Le déménagement fut chaotique, rempli de rires et de discussions sur où mettre quel meuble. Les enfants vinrent nous aider. Même Thomas, qui semblait plus léger maintenant,
plus à l'aise avec lui-même. Il avait rejoint un groupe de soutien pour jeunes LGBTQ+, trouvant sa propre communauté. Un soir, après que tout fut déballé, nous organisâmes un dîner de pendaison de crémaillère. Sophie vint, amenant un gâteau qu'elle avait fait elle-même. Mes enfants étaient là, quelques amis proches qui nous avaient soutenus à travers tout. Je regardais autour de la table cette collection improbable de personnes, cette famille recomposée et redéfinie, et je me sentis submergé de gratitude. Lucas attrapa ma main sous la table, pressant doucement. Je le regardais et vis tout l'amour et la compréhension dans ses yeux. Plus tard, quand tout le monde fut parti et que nous étions seuls dans notre nouvel espace, il me prit dans ses bras. « Je t'aime, Pierre Beaumont, » murmura-t-il. « Tout de toi, ton courage, ta vulnérabilité, ta capacité à grandir et à changer. Je t'aime aussi, dis-je, les mots se sentant vrais et profonds. Tu m'as aidé à me trouver moi-même. Non, corrigea-t-il doucement, tu t'es trouvé toi-même. J'étais juste là pour tenir la lampe pendant que tu cherchais. La vie continua. Il y eut des hauts et des bas, des jours où la culpabilité revenait, des moments où je doutais encore, des périodes où les défis semblaient insurmontables. Mais il y eut aussi de la joie, tellement de joie. Les petits matins tranquilles avec Lucas, le rire partagé avec mes enfants, la satisfaction de vivre authentiquement. 1 an après avoir emménagé ensemble, Lucas et moi organisâmes une petite cérémonie. Pas un mariage légal, juste une célébration de notre engagement l'un envers l'autre. Simple, intime, juste nos proches. Thomas fut mon témoin. Amélie lut un poème qu'elle avait écrit pour l'occasion. Même Sophie était là, souriant à travers ses larmes. Quand vint mon tour de parler, je regardais Lucas, cet homme qui avait changé ma vie simplement en me demandant une question honnête. Il y a 2 ans, commençai-je, ma voix tremblante. Quelqu'un m'a demandé si j'étais heureux. Je n'avais pas de réponse alors. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude absolue, oui. Je suis heureux, plus heureux que je n'aurais jamais cru possible. Je regardais mes enfants, debout ensemble, forts et beaux. Et cela est en grande partie grâce à vous tous, pour m'avoir donné l'espace de devenir qui je suis vraiment, pour m'aimer à travers les changements. Il n'y eut pas un œil sec dans la pièce. Cette nuit-là, allongé à côté de Lucas dans notre lit, je pensais au chemin parcouru. De ce premier jour dans le sous-sol, terrifié, confus, niant ce que je ressentais, à maintenant, honnête, authentique, aimé et aimant en retour. La vie n'était pas parfaite. Elle ne le serait jamais. Mais elle était mienne, vraiment mienne. Pas la vie que quelqu'un d'autre attendait que je vive. Pas une performance pour la société. Juste moi, Pierre Beaumont, dans toute ma complexité humaine imparfaite. « Tu dors ?» murmura Lucas dans l'obscurité. « Non, répondis-je. Je pense juste. À quoi? À combien j'ai de la chance? À quel point j'aurais pu passer toute ma vie à côté de ça? De toi, de moi-même. » Il m'attira plus près, son corps chaud contre le mien. « Mais tu ne l'as pas fait. C'est ce qui compte. » Il avait raison. J'avais choisi le courage au lieu de la peur. L'honnêteté au lieu du déni. L'authenticité au lieu des apparences. Et dans ce choix, j'avais trouvé non seulement l'amour, mais moi-même. Les années passèrent. Thomas sortit du placard officiellement à 18 ans, confiant et fier. Il amena son propre petit ami rencontrer la famille, et nous l'accueillîmes avec amour. Amélie se maria. Et quand vint le moment de la marcher vers l'autel, elle demanda que Lucas et moi le fassions ensemble, avec Sophie. 3 parents unis dans l'amour pour elle. Mon entreprise prospéra. Il s'avéra que l'honnêteté et l'authenticité étaient de bonne qualité en affaires aussi. Je trouvai de nouveaux clients qui appréciaient mon intégrité. Lucas et moi voyageâmes. À Lyon, où il me montra les lieux de son passé. À Santorini, où nous regardâmes le soleil se coucher sur la mer Égée. À New York,
où nous nous promenâmes main dans la main sans crainte. Et partout où nous allions, je portais avec moi cette leçon précieuse. Qu'il n'est jamais trop tard pour devenir qui vous êtes vraiment. Que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Que l'amour, sous toutes ses formes, mérite d'être honoré. Aujourd'hui, à 53 ans, quand je regarde ma vie, je vois une histoire de transformation. De déni à acceptation, de peur à courage, de mensonge à vérité. Je pense parfois à cet homme dans le sous-sol, il y a toutes ces années. Terrifié, confus, convaincu que reconnaître ses sentiments détruirait tout. Je voudrais pouvoir lui dire que tout irait bien, mieux que bien, que la vérité, aussi douloureuse soit-elle au début, mène finalement à la libération. Que la famille n'est pas détruite par l'honnêteté, mais transformée par elle. Que l'amour, le vrai amour, peut prendre tant de formes différentes et qu'elles sont toutes valables. Que lui, Pierre Beaumont, 48 ans, père de famille, homme d'affaires respecté, mérite le bonheur, mérite l'authenticité, mérite l'amour. Lucas entre dans la pièce maintenant, apportant 2 tasses de café. Il s'assoit à côté de moi, sa présence familière et réconfortante après toutes ces années. « À quoi tu penses ?» demande-t-il, cette question qu'il pose encore parfois. « À nous, dis-je simplement. À tout le chemin parcouru. » Il sourit, ce sourire qui fait encore battre mon cœur plus vite. « Et tu regrettes quelque chose ?» Je réfléchis honnêtement à la question. Les douleurs, les pertes, les défis, tout cela était réel. Mais aussi, pas un seul instant, dis-je avec conviction. Chaque moment difficile nous a menés ici. Et ici est exactement où je veux être. Il prend ma main, nos doigts s'entrelaçant naturellement. Moi aussi, dit-il doucement. Et dans ce moment simple, buvant du café avec l'homme que j'aime, dans la vie que nous avons construite ensemble, je comprends enfin la vraie signification du bonheur. Ce n'est pas l'absence de difficultés. Ce n'est pas une vie parfaite et sans problème. C'est vivre authentiquement. C'est aimer honnêtement. C'est avoir le courage d'être soi-même, même quand c'est terrifiant. C'est choisir la vérité plutôt que le confort. C'est choisir l'amour plutôt que la peur. C'est choisir la vie plutôt que l'existence. Il y a quelques mois, nous avons reçu une lettre. Elle venait d'un jeune homme de 23 ans qui avait entendu parler de notre histoire par un ami. Il écrivait qu'il était aux prises avec sa propre identité, terrifié de décevoir sa famille, de perdre tout ce qu'il connaissait. « Puis-je vous rencontrer ?» demandait-il. « Juste pour parler avec quelqu'un qui comprend ?» Lucas et moi l'avons invité à déjeuner. Gabriel, c'était son nom, arriva nerveux, ses mains tremblant légèrement quand il nous salua. En l'écoutant parler de ses peurs, je me reconnaissais. Ce même conflit interne, cette même terreur de l'inconnu, cette même conviction qu'être honnête signifierait perdre tout. « Je vais vous dire quelque chose, » dis-je finalement. Quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais votre âge. Vivre dans le déni ne protège personne. Pas votre famille. Certainement pas vous. Mais comment je sais si je fais le bon choix ? Demanda-t-il, des larmes dans les yeux. Lucas se pencha en avant. Il n'y a pas de bon choix, universel Gabriel. Il y a seulement votre vérité. Et vivre votre vérité est toujours le bon choix, même quand c'est le plus difficile. Mais ma famille, votre famille vous aime, dis-je, et l'amour véritable survit à la vérité. Il est transformé par elle, certainement, mais il survit. Et ce qui ne survit pas, ce n'était pas vraiment de l'amour au départ. Gabriel revint nous voir plusieurs fois au cours des mois suivants. Nous le regardâmes trouver son courage, avoir des conversations difficiles, faire face à des réactions mitigées de sa famille. Puis, un jour, il arriva avec un jeune homme à ses côtés. « Mon petit ami, Antoine », nous présenta-t-il, son sourire radieux et libre. Dans ce moment, je vis le cycle continuer, la lutte, le courage, la transformation. Et je réalisais que notre histoire, aussi personnelle qu'elle soit,
faisait partie de quelque chose de plus grand. Combien d'autres Pierre Beaumont y avait-il là-bas? Prisonnier de vie qu'il n'avait jamais vraiment choisi. Terrifié de ce que signifierait être honnête. Convaincu qu'il était trop tard pour changer. Je voulais leur dire, à tous, que ce n'est jamais trop tard, que le courage se trouve dans les moments les plus sombres, que la famille et l'amour peuvent survivre et même prospérer dans la vérité. C'est pour cela que j'ai décidé de partager notre histoire publiquement. Pas pour la gloire, pas pour l'attention, mais pour que quelqu'un, quelque part, puisse l'entendre et reconnaître sa propre vérité. Quand j'ai dit à Lucas mon intention, il a hésité. « Es-tu sûr, Pierre? Notre vie privée sera exposée. Les gens auront des opinions. »« Je suis sûr, » répondis-je. « Si notre histoire peut aider, ne serait-ce qu'une seule personne à trouver son courage, chaque mot en vaut la peine. » Nous avons organisé une petite conférence dans une librairie locale du Marais. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être personne ne viendrait. Peut-être que notre histoire n'intéresserait personne. Mais la salle était pleine. Des jeunes, des vieux, des couples, des solitaires, des gens qui avaient leur propre lutte, leurs propres questions. Je me tenais devant eux, Lucas à mes côtés, et je racontais notre histoire. Toutes. Les peurs, les doutes, la transformation douloureuse mais nécessaire. Quand je finis, le silence régna pendant un long moment. Puis une femme d'environ 60 ans leva la main, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai 62 ans, » dit-elle, sa voix tremblante. « Mariée depuis 40 ans, et toute ma vie, j'ai su. J'ai su que je n'aimais pas mon mari de la façon dont je devrais. Que c'étaient les femmes qui faisaient battre mon cœur. Mais j'ai pensé qu'il était trop tard, que je devais juste continuer. » Elle me regarda directement. « Vous venez de me montrer que peut-être ce n'est pas trop tard. » Je descendis de l'estrade et la pris dans mes bras alors qu'elle sanglotait. « Ce n'est jamais trop tard, » murmurai-je. « Jamais. » Cette nuit marqua un tournant. Notre histoire se répandit. Certains l'ont critiquée, certainement. Certains ont dit que j'étais égoïste, irresponsable, que j'aurais dû rester dans mon mariage pour mes enfants. Mais pour chaque voix critique, il y en avait 10 autres qui disaient merci. Merci de montrer qu'il est possible de changer. Merci de prouver que l'authenticité est plus importante que les apparences. Je commençais à recevoir des lettres, des centaines, des gens partageant leurs propres histoires, leurs propres luttes. Certains avaient trouvé leur courage. D'autres cherchaient encore. Un homme de 68 ans m'écrivit qu'après 50 ans de mariage, il avait enfin dit à sa femme qu'il était gay. Elle avait pleuré, il avait pleuré, mais ils avaient décidé de naviguer ensemble dans cette nouvelle réalité, transformant leur amour conjugal en une amitié profonde et durable. Une jeune femme de 20 ans écrivit qu'elle avait montré notre histoire à ses parents quand elle leur avait révélé qu'elle était lesbienne. Ils avaient pleuré ensemble, puis son père avait dit « Si cet homme peut trouver le courage à 48 ans, je peux trouver le courage de soutenir ma fille à 52. » Chaque lettre me rappelait pourquoi l'honnêteté importait. Pourquoi vivre authentiquement n'était pas égoïste, mais nécessaire. Lucas et moi avons créé un petit groupe de soutien dans notre quartier. Rien de formel, juste un espace sûr où les gens pouvaient venir, partager leurs histoires, trouver du soutien. Thomas nous aida. À 20 ans maintenant, confiant et engagé, il devint un mentor pour les jeunes qui luttaient comme il l'avait fait. Un soir, après une session particulièrement émotionnelle du groupe, Thomas me prit à part. « Papa, dit-il, tu sais combien je t'en ai voulu au début, n'est-ce pas? »« Je sais, » répondis-je doucement. « Je veux que tu saches que je comprends maintenant ce que tu as fait, le courage qu'il a fallu. Tu ne m'as pas seulement montré qu'il était acceptable d'être gay. Tu m'as montré qu'il était acceptable d'être moi-même, peu importe ce que cela signifiait. » Il me serra dans ses bras,
Et dans cette étreinte, toute la douleur des premières années sembla valoir la peine. Même Amélie, qui avait eu ses propres luttes avec les changements, vint me voir un jour avec une confession surprenante. « J'étais tellement en colère contre toi, papa, » dit-elle, « mais en regardant comment tu as navigué dans tout cela, comment tu as choisi l'honnêteté, même quand c'était terrifiant, cela m'a donné le courage de quitter une relation qui ne me rendait pas heureuse. Je ne savais pas que tu n'étais pas heureuse, dis-je, préoccupé. Je ne le savais pas non plus, admit-elle, mais tu m'as montré que le confort n'est pas le bonheur, que nous méritons tous de vivre authentiquement. Sophie aussi trouva son propre chemin. Elle commença à sortir à nouveau, rencontra finalement quelqu'un qui la traitait avec la gentillesse et l'attention qu'elle méritait toujours. Nous dînons encore ensemble parfois, les deux couples. Une configuration qui aurait semblé impossible il y a des années, mais qui se sent maintenant naturelle et joyeuse. Un soir, Sophie leva son verre lors d'un de ses dîners. « À Pierre, dit-elle, surprenant tout le monde. Pour avoir eu le courage de briser notre vie parfaite, en apparence, afin que nous puissions tous trouver quelque chose de réel. Je ne sais pas quoi dire, murmurai-je, ému. Dis merci, suggéra-t-elle avec un sourire. Et sache que je t'ai pardonné il y a longtemps, que je te respecte pour ton courage, et que je suis heureuse, vraiment heureuse, pour la première fois en années. Maintenant, quand je me promène dans Paris avec Lucas, main dans la main, je vois le monde différemment. Je vois d'autres couples comme nous, vivant ouvertement et fièrement. Je vois aussi ceux qui se cachent encore, le regard furtif, l'espace maintenu entre eux en public. Et mon cœur se serre pour eux, parce que je me souviens de cette peur. Je me souviens de croire que l'amour devait être caché, que l'authenticité était trop dangereuse. Mais je sais aussi qu'ils trouveront leur chemin. Certains plus tôt, certains plus tard. Chacun à son propre rythme. L'important est que les histoires comme la nôtre existent, que les gens sachent qu'il est possible, que le changement, aussi terrifiant soit-il, peut mener à quelque chose de beau. Je suis Pierre Beaumont, j'ai 53 ans. Je suis père, grand-père maintenant, ex-mari et ami, homme d'affaires et partenaire de vie de Lucas Dubois. Toutes ces identités coexistent en moi, complexes, parfois contradictoires, toujours évoluant. Et pour la première fois de ma vie, je suis complètement, totalement, honnêtement moi-même. Ma vie n'est pas parfaite. Certains jours sont difficiles. Certains jours, je doute encore. Certains jours, le poids de mes choix semble écrasant. Mais je ne retournerai jamais en arrière. Jamais vers cette vie de mensonges confortable. Jamais vers cette existence où je ne me connaissais même pas moi-même. Parce que maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je reconnais la personne qui me regarde. Pas l'image que j'avais construite pour les autres. Pas le rôle que j'avais appris à jouer si parfaitement. Mais moi. Juste moi. Imparfait, complexe, authentique. Et quand Lucas me prend dans ses bras le soir, quand mes enfants m'appellent juste pour parler, quand un inconnu me remercie d'avoir partagé mon histoire, je sais que chaque moment difficile en valait la peine. Parce qu'au final, la seule chose qui compte vraiment est que nous vivions notre vérité, que nous aimions honnêtement, que nous ayons le courage d'être nous-mêmes, même quand le monde nous dit de nous conformer. Et oui, pour répondre à cette question posée il y a si longtemps, dans un sous-sol, par un homme qui voyait plus clairement que moi. Je suis heureux. Profondément, totalement, authentiquement heureux. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Alors, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Pierre? Avez-vous été touché par son voyage vers l'authenticité? Son courage vous a-t-il inspiré? Mettez votre note de 0 à 10 dans les commentaires. Et dites-moi ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Était-ce le courage de Pierre? Sa relation avec ses enfants? L'amour avec Lucas? Ou peut-être la transformation de toute sa famille?
Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait bénéficier d'entendre cette histoire? Partagez-la. Parce que parfois, savoir que quelqu'un d'autre a traversé la tempête et trouvé le bonheur de l'autre côté peut faire toute la différence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Chaque histoire que je raconte vient du cœur et votre soutien signifie tout pour moi. Vos commentaires, vos notes, vos partages, tout cela m'encourage à continuer à raconter des histoires qui, je l'espère, touchent vos cœurs et peut-être changent des vies. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir accompagné Pierre dans ce voyage difficile mais magnifique vers la vérité et l'amour. Merci d'être là, de l'autre côté de cet écran, en train d'écouter, de comprendre, de compatir. À très bientôt pour une nouvelle heure d'histoire. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et souvenez-vous toujours, il n'est jamais trop tard pour vivre authentiquement. Il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour. Il n'est jamais trop tard pour être vraiment vous-même. Que votre vie soit remplie d'amour, de courage et d'authenticité. Abonnez-vous, likez, commentez et à très bientôt. Au revoir et merci. Alors, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Pierre? Avez-vous été touché par son voyage vers l'authenticité? Mettez votre note de 0 à 10 dans les commentaires. Et dites-moi ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Était-ce le courage de Pierre? Sa relation avec ses enfants? L'amour avec Lucas? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Chaque histoire que je raconte vient du cœur et votre soutien signifie tout pour moi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir accompagné Pierre dans ce voyage difficile mais magnifique vers la vérité et l'amour. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour vivre authentiquement. Abonnez-vous, likez et à bientôt.